Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La zone euro en pleine ébullition. Un nouveau Premier ministre fait son entrée sur la scène grecque. L'Italie se cherche un nouveau gouvernement et Paris tente de rassurer Bruxelles après les inquiétudes formulées sur la croissance française et comble de la malchance aujourd'hui. Un communiqué de l'agence de notation Standard & Poor's diffusé par erreur annonce la dégradation de la note française. Et puis sale temps pour le gouvernement au Sénat. La nouvelle majorité de gauche détricote méthodiquement le projet de budget de la sécurité sociale. Il s'agit là de mesures emblématiques du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et même si le dernier mot revient à l'Assemblée nationale, les sénateurs socialistes promettent de tenir la dragée haute au gouvernement. Ambiance. On en parle ce soir avec la sénatrice UMP, ancienne ministre Chantal Jouanneau dans un instant. Et puis c'est une question d'avenir qui bouscule la campagne présidentielle. Faut-il sortir du nucléaire? C'est une évidence pour certains, un non-sens pour d'autres, mais au-delà des clivages politiques, combien coûterait une telle décision? Et puis peut-on vraiment chiffrer l'après-nucléaire? Élément de réponse dans ce journal. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Ils arrivent dans un contexte plus que tendu. Le nouveau Premier ministre grec et le prochain gouvernement italien, toujours en discussion ce soir, vont affronter la défiance des marchés, la colère de leur peuple et les pressions de Bruxelles, tout comme d'ailleurs la France aujourd'hui sermonnée par la Commission européenne et cerise sur le gâteau. Une erreur de manipulation de l'agence Standard & Poor's donne des sueurs froides à Paris. Tous les détails avec Aurélien Romano. C'est lui, le nouveau visage de la Grèce, Luka Papademos, nommé Premier ministre après de longues tractations. Il va devoir former un gouvernement et surtout appliquer les mesures drastiques promises à l'Europe pour réduire la dette. La Grèce, sortie de l'impasse politique, c'est au tour de l'Italie d'être dans la tourmente. Silvio Berlusconi a fini par tomber, mis en minorité au Parlement. Mario Monti est pressenti pour lui succéder et former un gouvernement d'union nationale. Pourtant, rien ne garantit que cet ancien commissaire européen remplacera le Cavaliere ce week-end après l'adoption des mesures de rigueur, ce qui attise les inquiétudes. Personne ne comprend exactement qui va émerger comme dirigeant et quand. Et je pense que cette confusion induit à une plus grande volatilité. Cette volatilité se traduit sur les marchés. Le taux d'intérêt auquel l'Italie emprunte s'est envolé. Mercredi, il a brièvement passé la barre des 7%. Contre 1,7 pour l'Allemagne. 1900 milliards de dettes italiennes, c'est 5 fois plus que la Grèce. La chute de la troisième économie de la zone euro pourrait emporter la monnaie unique et ses proches voisins. Principale crainte, l'effet domino, c'est maintenant vers la France que tous les regards se tournent. Avec 1700 milliards de dettes, le pays est sous surveillance malgré les plans de rigueur. Les mesures annoncées par la France récemment sont importantes. Ceci implique surtout pour ce qui concerne 2013, des mesures supplémentaires pour corriger son déficit public excessif. Déjà, l'écart entre les taux d'intérêt français et allemands a atteint des niveaux records. La France devra apporter d'autres gages pour conserver son triple A. Et concernant l'erreur sur la perte de la note AAA par la France, l'autorité des marchés financiers a décidé ce soir d'ouvrir une enquête. L'agence de notation Standard & Poor's, de son côté, a reconnu une erreur technique. Dans l'actualité, au lendemain de sa victoire au Sénat, c'était fin septembre, la gauche n'avait pas fait mystère de ses intentions. S'opposer au texte du gouvernement. Aujourd'hui, elle l'a prouvé en détricotant méthodiquement le projet de budget de la sécurité sociale pour 2012. Et la suite promet d'être tout aussi animée. Delphine Gérard. L'estocade a été portée ce matin en séance. En refusant de baisser les indemnités journalières d'arrêt maladie, comme le souhaitait le gouvernement, et de reporter leur versement à 5 jours au lieu de 4, la nouvelle majorité de gauche du Sénat a poursuivi son travail de détricotage du budget de la sécurité sociale. Nous sommes, Madame la Ministre, véritablement au cœur de ce qui fait la différence entre vous et nous dans la façon d'appréhender notre système de protection sociale, de le protéger et de le développer. À vous entendre, finalement, la vertu est à gauche et le vice est à droite. Eh bien, moi, je peux vous dire que c'est précisément parce que nous voulons protéger notre modèle social que nous devons prendre des mesures de réduction, de maîtrise des dépenses de santé.
Suppression de la fiscalisation des heures supplémentaires, suppression du doublement de la taxe sur les mutuelles, même si le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale et à la majorité présidentielle. Depuis lundi, les sénateurs de gauche ont voulu imprimer leur marque sur ce texte. Nous pouvons avoir des objectifs, nous aussi, tout à fait responsables de maîtrise des déficits, de maîtrise des dépenses, tout en gardant la sécurité de l'accès aux soins pour l'ensemble de nos concitoyens. Après cette semaine difficile pour le gouvernement, le bras de fer devrait continuer la semaine prochaine avec l'examen du projet de loi de finances pour 2012, un texte lui aussi profondément remanié par la nouvelle commission des finances du Sénat. Elle est l'invitée politique du 22h, ancienne ministre et sénatrice UMP de Paris. Chantal Joanneau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Commençons d'abord par l'Europe. Après la Grèce et l'Italie, l'attention est focalisée aujourd'hui sur la France. Est-ce qu'il y aura un autre train de mesures de rigueur annoncé dans les prochaines semaines, prochains mois par votre gouvernement? Eh bien, le train de rigueur, le nouveau train de mesures a été annoncé par le Premier ministre, puisque, par exemple, pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on réduit encore le rythme de croissance des dépenses de la sécurité sociale. Je pense que voilà, on s'adapte. Il n'est pas prévu à ce stade qu'il y en ait encore un nouveau. Est-ce que le pire est renvoyé à l'après-présidentiel? Non, c'est pas que le pire est renvoyé à l'après-présidentiel, mais on n'est pas capable de lire dans la boule de cristal et de vous dire à ce jour quelle sera précisément la croissance sur la deuxième partie de l'année 2012. Il faut être très honnête et personne ne peut le dire avec honnêteté. Simplement, aujourd'hui, on est sur un problème de crédibilité et comme vous l'avez montré dans votre reportage, toutes les mesures, toute l'opposition, l'absence d'union nationale, l'absence de consensus sur justement la nécessité de réduire les déficits et de réduire les dépenses font que, très légitimement, les marchés ont des inquiétudes. Finalement, en 2012, les Français vont devoir choisir entre la rigueur sauce Sarkozy ou la rigueur sauce Hollande, mais ce sera la rigueur. Y a-t-il une autre alternative? Il y a un progrès qui a été fait, c'est de reconnaître enfin que cet endettement systématique qui fait peser sur chaque enfant qui naît en France 20 000 € de dette, mais c'est une folie absolue, que cette dette croissante n'apporte pas de croissance supplémentaire. On sort d'une idéologie de gauche d'ailleurs des années 80 grosso modo. Et on rentre dans, on est obligé de réduire notre déficit et notre endettement. Maintenant, il y a vraiment deux visions qui s'opposent et on le voit sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, que je suis tout particulièrement, c'est que on a, nous, l'objectif de réduire les dépenses, en tout cas de limiter leur croissance avant d'augmenter tout prélèvement. La gauche nous a simplement fait voter 5 milliards de taxes supplémentaires dans le PLFSS et aucune gouvernement d'union, il n'est pas de pour dépenses. Demain, Chantal Joanneau. Dans l'état actuel des choses, je vous dis très clairement non. Contrairement à l'Espagne qui a réussi à faire l'union nationale, par exemple, sur la réforme des retraites, contrairement à l'Allemagne où ils ont réussi à faire ça, en France, aujourd'hui, la gauche qui souhaite absolument arriver au pouvoir, il ne faut pas se voiler la face, et j'allais dire... et la droite y est restée, oui. Et évidemment, mais c'est légitime. Mais enfin voilà, on est au pouvoir et on appelle tout le monde aussi à essayer de tirer un peu dans le même sens, mais c'est pas gagné. La bataille se passe aussi au Sénat d'ailleurs. La bataille se passe surtout au Sénat aujourd'hui. Surtout au Sénat, vous le dites, la nouvelle majorité de gauche vous en fait voir de toutes les couleurs. Qu'en restera-t-il justement de votre projet de budget de sécurité sociale? Il en restera des votes bien évidemment très contradictoires. On verra ensuite, puisqu'il y a une commission mixte paritaire bien évidemment. Mais il en restera surtout, je pense, des postures. Voilà, il en restera effectivement. Moi, c'est pas du tout ma vision des choses. Supprimer les allègements de charges sur les heures supplémentaires qui bénéficient à 9 millions de salariés, taxer l'intéressement, taxer la participation, taxer les PE, les PEA et autres. C'est pas ma vision effectivement de l'économie. Je pense qu'on a au contraire besoin de pas taxer les salaires pour qu'ils puissent croître et de ne pas taxer l'emploi parce que c'est la grosse difficulté. Mais sur la forme, au lendemain de leur victoire, vous vous souvenez d'ailleurs sur ce plateau, d'autres plateaux de télévision, les sénateurs socialistes ont promis qu'il n'y aura pas d'obstruction, qu'il y aura un travail d'opposition constructive. Est-ce que selon vous, c'est le cas? Est-ce qu'ils tiennent parole? Mais ça ne peut pas être le cas, puisque le Sénat devient aujourd'hui la chambre d'expression dans le cadre de la campagne présidentielle. Ça a un gros inconvénient, c'est qu'effectivement... Vous êtes en train de dire que le Sénat est pris en otage? Oui.
Mais c'est un gros inconvénient, c'est qu'effectivement, les débats aujourd'hui, parfois, on présente des amendements, on nous dit non, on demande pourquoi, parce que c'est non. Bon, ça, c'est un inconvénient, c'est que parfois, effectivement, on est vraiment sur des postures. Ça a un avantage, c'est que le Sénat aujourd'hui est très vivant, est très présent, et voilà, à nous aussi de faire valoir nos positions et je pense que le débat peut être quand même très constructif. Enfin, honnêtement, c'est pas chacun est dans son rôle. Alors il y a la bataille du Sénat, il y a aussi la bataille pour les municipales de 2014. Vous êtes donc candidate à la mairie du 12e arrondissement de Paris. C'est un arrondissement qui n'est pas du tout acquis à la droite. C'est un challenge pour vous? Oui, c'est un challenge. Moi, j'ai choisi d'aller dans un arrondissement dit de l'Est parce que je trouve que voilà, quitte à servir à quelque chose, autant servir à essayer de construire une victoire et c'est pas la peine d'aller sur des terrains faciles. Ah, vous pensez à qui quand vous dites ça? Oh, je pense à personne, moi je pense juste à moi, les autres me préoccupent pas trop. Mais, certains penseraient à François Fillon qui a préféré la facilité. Oui, ça c'est ceux qui n'ont pas envie de le voir arriver. Moi je pense que quand on a, c'est un cadeau pour Paris, François Fillon, et quand on a la chance d'avoir des personnes de talent à droite à Paris, franchement, faut pas les rejeter parce que on en a besoin. Mais vraiment aller dans le 12e arrondissement. Pour les futures municipales, d'abord on a les présidentielles qui restent la priorité absolue. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on a besoin de sortir d'une vision conservatrice de la droite qui ne parle pas aux Parisiens pour aller au contraire sur ces territoires et leur offrir quelque chose de nouveau. Enfin, faut être en phase avec la société. Alors vous avez été aussi notamment secrétaire d'État à l'écologie, Chantal Joanneau. Comment vous regardez aujourd'hui bien le bras de fer entre les socialistes et les Verts, notamment sur l'EPR ou encore la sortie du nucléaire? Il ne faut pas, sur ces sujets-là, il faut pas... Ça vous fait plaisir? C'est l'opposition qui se... J'aime pas voir l'écologie réduite aux antinucléaires. C'est comme si on était revenu sur des dogmes des années 1970. Et il n'y a pas de dogme. On n'a pas besoin d'avoir un attachement viscéral au nucléaire. Si demain on peut se passer du nucléaire, qu'on s'en passe. Si on peut développer le solaire, vous savez qu'avec le solaire, on pourrait répondre à 10 000 fois nos besoins en énergie. Comment en déplacement? Je sais, mais aujourd'hui, il ne faut pas la peine de rêver. Si on se passe du nucléaire, soit on augmente vraiment fortement le prix des énergies, soit on recourt au charbon, et dans ces conditions, on renonce à tout objectif. Aujourd'hui, on ne peut pas rêver, mais quand on pourra rêver, pour reprendre votre expression? La vraie difficulté, aujourd'hui, on ne peut pas rêver, la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, les énergies qui ont un énorme potentiel, et notamment le solaire. Le solaire, c'est 10 000 fois nos besoins si on maîtrisait. C'est monumental, mais on ne le maîtrise pas encore. C'est l'énergie la plus récente qui a été découverte. Donc, ne disons pas jamais on ne sortira du nucléaire, mais ne mentons pas aux Français, on ne peut pas sortir du nucléaire, même à 20 ou 30 ans, sans avoir une très forte augmentation du prix des énergies ou de recourir à des énergies polluantes. Pour finir sur ce sujet, vous avez sans doute lu les déclarations d'Henri Proglio, qui est le PDG d'EDF. Il est convaincu qu'il ne faut pas sortir du nucléaire, c'est pas surprenant, c'est le contraire qui aurait été surprenant. Mais c'est son rôle de s'immiscer dans le débat politique sur une question éminemment politique. Est-ce que c'est pas l'intrusion du lobby nucléaire? Il est dans la défense de son entreprise qui a toujours été spécialisée effectivement sur le nucléaire. Maintenant, on attend aussi d'EDF qui développe énormément et qui participe beaucoup au développement des énergies renouvelables et notamment du solaire. C'est plus son rôle que de s'immiscer dans ce débat. Voilà, le président de la République a voulu que sur 1 euro nucléaire, on mette 1 euro au moins dans les énergies renouvelables. On y est parvenu. Maintenant, voilà, on a beaucoup de chemin quand même à rattraper sur les énergies renouvelables. Merci beaucoup, Chantal Joanneau, d'avoir été notre invitée. On va continuer à parler de ce sujet, puisque la plupart des économistes et des politiques se sont penchés sur la question combien coûterait à la France une sortie du nucléaire, et chacun y va de son chiffre. L'écart est parfois si grand qu'il peut faire sourire. En tous les cas, la question est posée, notamment pour le démantèlement d'une centrale dans le Finistère. On voit tout cela avec Alexandra Colino. Brénilis, dans le Finistère. La centrale construite dans les années 60 n'est plus qu'un gros bloc de béton abandonné dans la campagne. Elle ne fonctionne plus depuis 1985. Son démantèlement, le premier en France, devait être un exemple. Commencé il y a 20 ans, il n'est toujours pas achevé. Après 4 ans d'interruption, il doit reprendre dans quelques jours. Aujourd'hui, on s'attelle effectivement à mobiliser nos équipes, à planifier de manière fine les opérations pour cette reprise. Le coût du démantèlement avait été estimé à 20 millions d'euros. Il se chiffre aujourd'hui à 482 millions d'euros. À l'origine, une suite d'erreurs et d'imprévus, car la France, comme les autres pays d'Europe, ne maîtrise pas ce genre de travaux. Pour l'instant, la France et d'ailleurs tous les autres pays qui ont opté pour l'option nucléaire tâtonnent encore un petit peu sur chantier. C'est-à-dire qu'on lance des expérimentations, des grands chantiers,
Et on essaye de voir les retours d'expérience pour affiner un petit peu les chiffrages. Depuis, plusieurs rapports ont essayé d'estimer le coût d'un démantèlement total des centrales françaises. La Cour des comptes le chiffre à 43 milliards d'euros. EDF a déjà provisionné 20 milliards d'euros. Il lui reste 30 milliards à approvisionner d'ici 20 à 30 ans. À l'heure actuelle, 9 réacteurs nucléaires sont concernés par le démantèlement. Et notre invité sur ce sujet, Francis Saurin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le directeur du pôle information de la Société française énergie nucléaire. Francis Saurin, est-ce que vous aussi, vous avez votre propre estimation de la sortie du nucléaire pour la France? Beaucoup de chiffres ont circulé. On l'a vu. C'est difficile d'établir des chiffres précis à la virgule près. Donc si vous voulez, moi je m'en tiendrai à deux ou trois considérations qui me paraissent quand même importantes. D'abord, sortir du nucléaire, ce serait un coût social. Ça, on n'en parle peut-être pas suffisamment. Sauf que M. Proglio, il y a 2 jours, oui. Sauf que M. Proglio, il y a 2 jours, a mis le débat sur cette question qui mérite tout de même d'être posée. Un coût social très important. M. Proglio parle de 1 million d'emplois. Non pas de personnes au chômage, mais d'emplois qui seraient menacés. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez compris que c'est son intérêt d'en parler, hein. C'est le lobby nucléaire dans sa toute puissance. Je ne sais pas si on peut parler de lobby, je pense... À la tête d'EDF, oui. Non, mais je pense que M. Proglio, les personnes d'EDF et beaucoup de gens bien au-delà sont convaincus du fait que sortir du nucléaire, c'est du chômage. C'est du chômage pour beaucoup de gens. C'est des départs en pré-retraite. C'est des reconversions aussi, c'est possible, dans d'autres domaines, notamment les énergies renouvelables, parce qu'elles vont créer des emplois, disons-le. Si on développe le solaire, si on développe l'éolien, des emplois vont être créés. Mais il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que les emplois créés par les énergies renouvelables ne compenseront pas les emplois qui seront perdus. Vous êtes en train de dire que le coût social va être très important. Mais vous, finalement, vous dites point de salut hors du nucléaire. Mais l'Allemagne, la Belgique, alors ils sont en train de faire des erreurs énormes. Et pourtant, non, ils sont sur le chemin de la sortie. C'est dur de comparer la France et l'Allemagne parce que ce n'est pas du tout la même situation. En France, on n'a pas de charbon, pas de pétrole, pas de gaz. L'Allemagne, au contraire, repose sur une énorme réserve de charbon qui peut lui permettre de s'alimenter en énergie pendant 300 ans. Donc, elle ne voit pas la question de la même manière que nous. Il était prévu par le gouvernement Schröder et les Verts, le gouvernement de coalition, en 2003, que l'Allemagne sortirait du nucléaire. La décision d'Angela Merkel, il y a quelques mois, ne fait que confirmer ce fait. Francis Saurin, elle intervient quand même à un moment important. On se souvient qu'avant, il y avait eu quand même l'accident de Fukushima. Comment ça se fait qu'il a eu autant d'impact, qu'il ait suscité autant d'émoi dans la population allemande et belge, et qu'auprès de la classe politique française, beaucoup moins finalement? Il n'y a pas eu d'électrochoc. C'est la situation de la France qui l'explique pour vous? La situation de la France l'explique. Il y a beaucoup de facteurs, des facteurs historiques, des facteurs psychologiques. Et je dirais un facteur essentiel, c'est l'expérience d'exploitation que les Français ont du nucléaire. Ça fait bientôt 45 ans que nous avons en France des centrales nucléaires. Et les Français constatent que ça leur a apporté une électricité à des coûts tout à fait raisonnables. C'est une des électricités les moins chères d'Europe. C'est un point important, ça veut dire que pour vous, la sortie du nucléaire va avoir des conséquences sur la facture d'électricité des particuliers? Oui, c'est évident, ça c'est clair. C'est clair que si on sort du nucléaire, peu importe en 15 ans, en 20 ans, peu importe le délai, il est clair que le prix de l'électricité facturé aux consommateurs français va grimper dans des proportions importantes. Mais je reviens sur la manière dont Fukushima a été perçu en France. Je pense que les Français constatent depuis 45 ans qu'il y a des centrales nucléaires qui fonctionnent dans le pays, une électricité à des coûts tout à fait raisonnables, un environnement préservé. Oui, jusqu'à l'accident, comme on l'a vu, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Oui. On peut dire cela. Oui, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Mais ce qu'on peut prévoir, c'est que de toute façon, des accidents graves
peuvent se produire et vont se produire. Et c'est la démarche des ingénieurs de sûreté. Et à partir du moment où on prévoit que des accidents graves vont se produire, il faut mettre en œuvre tous les dispositifs pour maîtriser ces accidents. Est-ce que pour finir, on peut dire aussi que la sortie du nucléaire, au-delà des chiffres qui sont importants, c'est une bataille des chiffres, hein, il y a ces chiffres que vous nous présentez, il y en a d'autres du côté des écologistes, c'est un choix de société finalement aussi? Non? Vous n'êtes pas convaincu? Il faut essayer de raisonner au-delà de notre petit clocher hexagonal et se rendre compte qu'on est sur le même bateau de la planète Terre. Il y a 7 milliards d'individus maintenant sur la planète et nos principales sources d'énergie au niveau mondial sont en voie d'épuisement annoncé à échéance de quelques décennies. Premièrement. Et deuxièmement, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, vient de nous dire que les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique étaient en train d'atteindre des proportions extrêmement inquiétantes. Donc le nucléaire, c'est la manière de parer à ces deux problèmes. Francis Sorin, voilà votre point de vue. Il y a évidemment le point de vue inverse, développé notamment par des écologistes qui étaient venus sur ce plateau. Merci en tous les cas à vous pour votre éclairage. La suite de 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. C'est un chiffre sinistre, mais c'est un record. Le nombre de morts sur la route est passé sous la barre des 4000, 3980 pour être exact, depuis le 1er novembre 2010. Le plus bas niveau depuis l'après-guerre, selon Claude Guéant. Il y a 10 ans, c'était la vitesse qui était la première cause de la mortalité sur les routes, grâce aux efforts qui ont été faits par les pouvoirs publics, mais aussi par les automobilistes, disons-le. La vitesse a régressé parmi les causes de l'accidentologie. La Ligue contre la violence routière dénonce ce soir un discours d'autosatisfaction qui n'est pas acceptable. 1,5 million d'euros. La sanction est lourde pour EDF. Le fleuron industriel français est condamné par le tribunal de Nanterre pour avoir espionné Greenpeace. Les faits remontent à 2006. L'ordinateur de Yannick Jadot, l'ancien porte-parole de l'organisation écologiste, aujourd'hui responsable à Europe Écologie Les Verts, aurait été piraté. Le géant français de l'énergie va faire appel. Ce soir, Cécile Duflot dénonce une faillite morale des dirigeants d'EDF. Le mal-logement, il en a fait son cheval de bataille. Jean-Pierre Bel a reçu cet après-midi un collectif d'associations pour le droit au logement. Il manifestait devant le Sénat dans le cadre d'une journée d'action baptisée 24 heures pour le logement. 3,5 millions de mal logés dans ce pays, dans un pays riche comme le nôtre, 3,5 millions de mal logés, ça c'est plus acceptable. Le président du Sénat, qui compte faire du mal-logement une priorité nationale, déposera son texte à la Haute Assemblée début décembre. Aussitôt voté, aussitôt abandonné, la taxe de 2% sur les nuits dans les hôtels de luxe mise en place le 1er novembre est supprimée. C'est ce qu'ont annoncé les organisations syndicales du secteur à l'issue d'une rencontre avec Frédéric Lefebvre, le secrétaire d'État au tourisme. Objectif, ne pas froisser les professionnels de l'hôtellerie de luxe déjà soumis à la hausse de la TVA. Je supprimerai 3 ministères, celui chargé du commerce, le ministère de l'Éducation et quel est le troisième déjà? C'est un trou de mémoire qui risque de lui coûter cher. En plein débat des primaires républicaines à la télévision, Rick Perry, l'un des 7 candidats, a eu un trou noir. Il a oublié l'un des ministères qu'il supprimerait s'il était élu. Une bourde qui a fait le tour des médias. Ce matin, il tentait de se justifier. « Je me suis planté, je suis humain ». Et une question à présent, qui occupe l'Élysée en ce moment? Tout le monde le sait, mais qui l'a occupé entre 1940 et 1947? Officiellement, durant cette période, l'Élysée était fermé, faute de président de la République. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Le château n'était pas complètement délaissé, loin de là. On voit tout cela avec le journaliste et l'auteur de l'Élysée fantôme, François Dorcival. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez à ce palais de pouvoir où bat le cœur de la France. Il y a aussi un précédent ouvrage intitulé Le roman de l'Élysée. Mais là, vous vous intéressez à une période particulière. Pourquoi celle-ci? Eh bien, parce que précisément, c'était une période qui n'avait jamais été traitée. Et vous avez expliqué pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas de président de la République. Il n'y a pas eu de président de la République à l'Élysée entre le mois de juin, très exactement le 10 juin 1940, au moment où les Allemands arrivent à Paris et envahissent la France,
et le mois de janvier 1947, lorsque Vincent Auriol est élu président de la République. Mais s'il était vide, que se passait-il? Or, il y avait quand même quelqu'un qui était à l'Élysée, c'était le concierge, qui naturellement voyait tout, qui avait publié dans France Soir en 1949 ses souvenirs. Personne n'y avait songé. François Dorcival, comment ça se fait que l'Élysée, à cette période, soit passé inaperçu? Eh bien, parce que précisément, donc, il n'y avait pas de président, mais... Ça n'a pas intéressé les historiens. Ça n'a pas intéressé les historiens à tort, parce qu'en fait, les Allemands, quand ils ont occupé Paris, ont occupé le Palais Bourbon, le Palais du Luxembourg, mais ils ont laissé l'Élysée, sauf pendant une quinzaine de jours où la croix gammée, effectivement, a flotté sur l'Élysée. Ils n'ont pas occupé Matignon non plus, ni les ministères. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, aujourd'hui le gouvernement est à Vichy, mais un jour il peut revenir à Paris, il reviendra à Paris si nous le tenons, si nous le contrôlons. C'était le cas à Vichy, mais ils pouvaient le contrôler également à Paris. Et donc pendant 4 ans, nous avons assisté à toute une série d'intrigues entre le maréchal Pétain, Pierre Laval, l'amiral Darlan, les 3 personnages de l'époque, pour tenter de revenir à Paris. Et pendant ces années, les fonctionnaires, ils ont toujours cru, à la suite, ils ont toujours cru que leur palais, qu'ils considèrent comme leur maison, leur château, allait être réhabité plus tard. Exactement. Exactement. Et donc, en 1941, le palais avait naturellement été déménagé, on avait enlevé les meubles et tout ce qui se trouvait à l'intérieur, parce qu'il fallait le protéger de la guerre. Eh bien, en 1941, on recommençait à faire des chantiers pour essayer de préserver l'Élysée, etc. Mais le palais n'était pas chauffé. François, même vide, le palais reste un lieu de pouvoir. On se souvient que Bernadette Chirac avait dit on n'imagine pas ce que les murs et les pendules ont dû entendre. Et absolument. Et donc, il n'y avait personne, sauf que lorsque l'amiral Darlan quitte le pouvoir en avril 1942 et qu'il est remplacé par Pierre Laval, où va-t-il? Il va s'installer à l'Élysée. Il va s'installer à l'Élysée. Et donc, de nouveau, on meuble l'Élysée. Et puis, vous savez que Darlan quitte la France, va à Alger, est assassiné à Alger, etc. Bon, très bien. Et en 1944, à partir de 1943, le maréchal Pétain, le gouvernement français qui est à Vichy, sait très bien que l'Allemagne est en train de perdre la guerre. Et donc, Pétain s'organise avec son cabinet pour voir dans quelle mesure il pourrait, à un moment donné, accueillir les Américains, parce qu'il se considérait comme, en quelque sorte, le concurrent légitime du général de Gaulle, qui lui-même va incarner la légitimité. Et donc, jusqu'au mois d'août 1944, le maréchal Pétain croit qu'il va pouvoir s'installer à l'Élysée, et la date, le 8 août 1944, alors que les Américains ont débarqué, qu'ils sont à Chartres et à Dreux, eh bien, qu'est-ce qu'on fait à l'Élysée? On est en train d'y installer des lits, des tables, des bureaux pour pouvoir accueillir le maréchal Pétain et tout son monde. Et naturellement, tout ça se termine dans le désastre et la Gestapo. Les téléspectateurs qui vous écoutent, ils ont compris que votre discours il est tout aussi passionnant que votre livre. François Dorcival, vous avez étudié l'Élysée sous toutes les coutures. Et puis cette période, qu'est-ce qui reste? Vous savez tout de l'Élysée. Peut-être pas le prochain locataire. Ah non, celui-là, je ne le sais pas. Ça peut faire il peut être livre. renouvelé ou il peut changer. Ça peut être l'objet d'un ça sera la suite du roman de l'Élysée. Donc il y a une suite. Oui. Merci beaucoup François Dorcival. Voilà ce livre, l'Élysée, fantôme, les années noires. Il y a tout, il y a toute une page d'histoire vraiment. Et tout ce que finalement les historiens ont un petit peu délaissé et que le grand public ne connaît pas, c'est à lire. C'est un très très beau livre. Et merci d'avoir été notre invité François Dorcival. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, votre émission La Politique c'est net, présentée par Caroline Deschamps. Je vous souhaite une très très belle soirée en notre compagnie. Bonjour à tous, bienvenue à bord de La Politique c'est net, le rendez-vous de Public Sénat sur l'actualité politique version numérique.
Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Au menu cette semaine, gros plan sur les sites d'infos à l'heure de la présidentielle. Alors que les projets de nouveaux médias web se multiplient, où en est-on de l'information en ligne en France? Comment ont évolué leurs modèles économiques? Quelles perspectives en vue de la présidentielle? Réponse dans le club des gazouilleurs. À suivre le candidat 2.0 avec notre partenaire Image et Stratégie. Nous vous dévoilons tous les 15 jours le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Zoom aujourd'hui sur Nicolas Sarkozy. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale, le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. Qui se lance dans la première tweet campagne de France? C'est Alain Lambert. L'ancien sénateur de l'Orne et ministre du Budget continue son aventure politique 2.0. C'est avec ce tweet qu'il déclare sa candidature aux législatives de 2012 à Paris, et pas dans n'importe quelle circonscription, celle du duel Dati-Fillon. Il faut dire qu'Alain Lambert est un utilisateur de Twitter influent, plus de 6400 followers, déjà beaucoup pour un élu. Le politique geek n'en est pas à ses débuts. En 2001, il crée son blog. En 2003, il publiait même une photo du Conseil des ministres. Aujourd'hui, Twitter est son agora. Il se dit prêt pour l'aventure humaine et numérique. Quand un ministre surjoue, on frise vite le ridicule. Sur la toile, les jeunes pop du Rhône mettent dans l'embarras Nora Berra. Dans cette vidéo qui fait le buzz, la secrétaire d'État à la santé fait l'éloge des jeunes UMP pour leur 8e anniversaire. Le seul problème, c'est que le film est venu d'un autre temps, voire d'un autre siècle. Nora, c'est l'anniversaire des jeunes pop aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Ben oui, faut leur dire 2 mots. Bon anniversaire. Et si vous croyez que vous m'aviez eu avec votre t-shirt, eh bien moi j'ai la réponse. Parce que Nora Berra aussi. T-shirt, effets spéciaux en forme de petit cœur, on entendrait presque le bruit des bisous. Kitschissime, la vidéo devrait vite se retrouver au panthéon du web, en bonne place avec le désormais célèbre lip-dub UMP qui avait fait la joie du net en 2009. Je ne suis pas celle que vous croyez. Sur la toile, Christine Boutin veut moderniser son image. La candidate du Parti chrétien-démocrate à la présidentielle met en ligne un quiz. Une série de questions-réponses sur les a priori qui lui collent à la peau, tel le sparadrap du capitaine Haddock. Est-ce que Christine Boutin est homophobe? À première vue, on choisirait la réponse vraie. Eh bien faux, selon la candidate. Sa passion, c'est l'être humain, quelles que soient ses orientations sexuelles. Sur son site, 4 thèmes sont développés: religion, politique, homosexualité et musique. Et qui l'eût cru, Christine Boutin n'a rien contre les fans de musique métal. Qui, parmi les candidats à l'élection présidentielle, fait le plus de bruit sur le web? Réponse avec le candidat 2.0, le baromètre e-réputation réalisé par notre partenaire Image et Stratégie.